Alors, bonjour à tous. Donc, voilà, on vous a déjà un peu donné le sujet de notre présentation. Donc, en fait, le site de la villa gallo-romaine de Majoie est fouillé en fait, depuis les années 80 par l'ASBL ARCAB, qui est le groupe d'archéologie de AB, dans le cadre donc, de fouilles programmées. Alors, comment ça marche ? Alors, Majoie, au niveau géographique, est située dans le sud de la province de Luxembourg, dans la commune de AB, à la limite des régions géologiques de l'Ardenne au nord et de la Lorraine au sud. Et sur cette photo du site, vous voyez que la cour agricole se situe en Lorraine, tandis que la zone boisée sur la gauche est déjà sur le socle ardennais. Et cette particularité géologique va se traduire dans les matériaux qui vont être utilisés dans les différentes constructions sur le site. Alors, au niveau de l'époque antique, donc, nous sommes situés dans la cité des Trévires. On est à 15 km à vol d'oiseau de l'agglomération romaine d'Arlon et à 20 de celle de Virton, dont a parlé Denis juste avant. Et surtout, on se trouve à 6 km au nord de la voie romaine Reims-Trèves. Nous sommes donc dans une région qui est assez bien romanisée, avec de nombreux établissements romains, essentiellement des villas. Et le site donc, de la villa gallo-romaine de Majoie est occupé du milieu du 1er siècle à la fin du 4e siècle. Alors voici un plan du domaine. Donc le bâtiment qui nous intéresse donc, ici, c'est le bâtiment annexe 2, qui est encadré en jaune. Il est situé donc, au nord-est de la cour agricole. Alors, donc il appartient à ce domaine agricole qui fait environ 3 hectares de superficie et qui est délimité par 3 murs de clôture et qui comprend également 3 autres bâtiments annexes et un vaste bassin. Et la partie résidentielle occupe le centre du domaine. Alors, les fouilles sur ce bâtiment annexe 2 ont été menées de 2018 à 2023. Alors, comme les campagnes 2018 à 2021 ont déjà fait l'objet d'une présentation, je vais vous en faire un bref rappel. Les premières déterminations à l'époque ayant été renforcées par la découverte des dernières campagnes. Et puis ensuite, mon collègue Jean-François vous parlera des dernières interprétations et des conclusions. Donc ici, c'est une vue pendant la campagne de fouilles en 2022 avec nos étudiants et jobistes qui sont nombreux pour nous aider. Alors, on connaissait déjà ce bâtiment annexe avant la fouille grâce à des sondages réalisés dans les années 90, mais également et surtout par des prospections géoradar menées en 2015 qui nous permettaient déjà de bien visualiser le plan, la subdivision interne et les éléments entourant cet édifice. Alors, nous sommes sur un édifice d'une certaine ampleur. Il mesure quand même 28 mètres sur 17,50 mètres. C'est le plus grand des 4 bâtiments annexes de la villa. Il fait même partie de la catégorie des plus grands bâtiments pour toute la Wallonie. Son plan comprend 4 pièces. Vous voyez, donc on a une grande pièce arrière. Et en façade, on a une galerie entourée de 2 petites pièces d'angle. Côté est, on a un fossé qui longe le bâtiment. Il sert pour la récupération des eaux pluviales. Il se jette à l'extrémité sud dans 2 collecteurs successifs présents à son embouchure, avec même une petite fosse de décantation pour le drain le plus récent. Le bâtiment est en mauvais état de conservation en comparaison à ce qu'on a trouvé ailleurs à Majoie. En effet, ici, on se situe sur le bord d'un petit plateau qui domine le site, et donc il a été fort exposé à l'érosion. Ce qui a eu pour conséquence que, vous voyez que toute la partie ouest a subi l'érosion et l'arasement dû à d'importants labours. Et de plus, cette détérioration a été facilitée par un intense démantèlement des murs, parfois jusqu'en fondation. Ce qui fait que les niveaux de circulation n'ont pu être conservés que dans la moitié est. Alors, quelques caractéristiques de ce bâtiment. Donc, on constate un certain soin qui a été mis dans la mise en œuvre de la fondation et de l'élévation. Alors ici, vous voyez sur la première image une vue des fondations qui sont assez larges. Elles sont constituées de rangs successifs de grosses pierres de schiste sur champ et de petites pierres plates.
Et pour les murs, ils sont montés en argile et quand l'élévation est conservée, parce qu'on a quand même quelques murs un peu mieux conservés, on voit qu'ils sont composés d'un parement intérieur en gros moellons de schiste avec un parement extérieur en grès vert. L'utilisation du grès vert en parement se retrouve ailleurs sur d'autres bâtiments de la villa. C'est une pierre qui est plus utilisée pour son côté esthétique parce qu'elle n'est pas très résistante. Voilà, elle se dégrade assez facilement. La couverture, elle, était composée de grandes ardoises. Alors, on voit en fait que tout le bâtiment a brûlé. Lors des fouilles, on a pu observer donc une couche de destruction avec les ardoises de couverture et les clous de charpente. Alors, vous voyez ici donc sur l'image les ardoises qui tapissent le fossé et toute la partie, tout le sol de la pièce. Cette couche recouvrait un niveau carbonisé de la charpente qui lui-même s'étalait donc sur la couche d'occupation. Alors, au travers de l'étude de la céramique, on a pu estimer que cet incendie a dû se produire au même moment que l'incendie du bâtiment résidentiel, c'est-à-dire dans les années 260-270. Après l'incendie, et dès l'époque romaine, l'édifice va être en partie démantelé, comme en attestent en fait, les matériaux comblant le fossé et se répandus au-dessus des couches d'incendie. Alors donc, les fouilles menées sur ce bâtiment, les campagnes s'étalent de 2018 à 2023, et elles ont mis au jour pas moins de 105 faits archéologiques qui comprennent donc nombre de foyers de forge, de trous de poteaux, de fosses, ainsi que 2 tranchées, 2 empierrements extérieurs et 2 collecteurs d'eau. Les faits découverts se concentrent essentiellement dans les parties nord et est de la pièce 1, ainsi qu'à l'extérieur environnant du coin nord-est du bâtiment et à l'est le long du fossé. Les niveaux à l'ouest étant perdus, comme je vous l'ai signalé précédemment, on n'a pas de structure à signaler, excepté en fait, dans la pièce d'angle 4, où là on a trouvé 3 fosses qui semblent constituer la base d'un escalier. Cette pièce aussi présente la particularité d'être plus bas que le niveau de circulation générale romain et d'avoir conservé un niveau empierré. Alors, avec le matériel mis au jour, en grande partie dans les niveaux d'occupation, qui est assez riche et varié, on a pu donc déjà déterminer certaines conclusions. Donc, bien qu'encore en cours d'étude pour la campagne 2023, on voit néanmoins donc, dans l'ensemble de ce matériel archéologique transparaître plusieurs catégories qui, croisées avec les faits découverts, permettent de définir plusieurs fonctions d'utilisation des lieux. Donc, on a d'abord du matériel lié au domaine domestique, avec de nombreux éléments en alliage cuivreux. Donc ici, vous avez un fragment de plat et une cuillère. On a quelques monnaies, on a des éléments de luminaire, on a ici une lampe à suif. On a aussi donc, de la céramique de table et culinaire, des fragments de vases de verre et du verre de vitre, aussi des fragments de figurines. Ici, c'est une figurine de cheval. Et de même aussi des éléments liés à l'artisanat, représentés ici par une petite fusaïole. Autre catégorie, on a du matériel lié au domaine agricole, illustré ici donc, par une sonnaille, une hyposandale, un fragment de meule, on a aussi un fragment de force, un passe-guide ou encore un embout de... Je me perds un peu. Un élément de joug. Et ensuite, dernière catégorie qui s'est révélée, donc ça c'est en croisant matériel et fait, on a l'activité métallurgique qui se dessine avec des scories, un fragment de creuset, des bâtitures, et on constate aussi que ces activités, elles peuvent être réduites mais répétées, comme on voit ici les petits foyers qui se recoupent. Donc ici, voilà, est caractérisé d'une part par des foyers oblongs et d'autre part aussi par une installation plus structurée, comme le grand foyer que vous avez là, et sa tranchée, ou aussi donc, des fosses de combustion plus grandes. Alors maintenant, je te laisse poursuivre. Merci Sylvie. Voici les nouveaux constats que nous avons pu poser à l'issue de ces 2 dernières campagnes. Nous avons ainsi pu établir un phasage assez précis du secteur, marqué notamment par une première occupation antérieure à notre bâtiment 2 en dur.
Alors, sous les niveaux d'occupation du bâtiment en 2, 17 poteaux antérieurs ont été mis au jour dans la grande pièce 1. Des alignements se détachent dans le plan selon un axe nord-sud clair qui est parallèle au bâtiment 2 ultérieur. À l'intérieur de la pièce 2, nous retrouvons au sud un premier alignement est-ouest de 6 poteaux. Voilà, ici. Perpendiculaires à cet axe, 2 alignements nord-sud sont présents à l'ouest et à l'est, formant clairement une emprise rectangulaire dont la limite au nord est incertaine. À l'est, l'alignement nord-sud compte 6 trous de poteaux supplémentaires, le trou de poteau le plus au sud débordant hors de l'axe est-ouest. Donc, juste ici. À l'ouest, seules 2 traces supplémentaires sont présentes, d'autres traces de piquets ou poteaux sont présents entre ces axes et pourraient soutenir la charpente. Donc on a là des poteaux qu'on n'a pas pu vraiment mettre dans le plan, mais celui-là est plus ou moins central par rapport au bâtiment. Comme l'a dit Sylvie, l'érosion importante du terrain a certainement emporté plusieurs éléments sur l'alignement ouest, certainement là et probablement là. De même, au sud-est, un large creusement a également pu recouper 1 ou 2 poteaux, donc ici. Nous avons donc la présence d'un édifice sur poteau de 6,50 m de large pour une longueur minimum de 7,50 m. Les poteaux sont le plus souvent de plan carré avec une profondeur moyenne conservée entre 26 et 39 cm. Seul un poteau est beaucoup plus profond, devant atteindre originellement sans doute près de 70 cm de profondeur. On constate des diamètres de poteaux entre 9 et 25 cm, et l'écartement entre les poteaux pour l'alignement qui est le mieux conservé, donc c'est l'alignement sud, on constate entre 95 cm et 1,52 m d'écart. Alors, il y a d'autres trous de poteaux dans le même axe, à l'est. Ils seront coupés en partie pour certains par le mur du bâtiment 2. Un poteau a également été détecté sous la fondation du mur est à plus de 16 mètres au sud, donc il est juste là. Un peu un coup de chance parce qu'en fait on faisait une tranchée pour sonder la fondation et on est tombé dessus sur le côté, donc c'est vraiment un coup de bol, mais il est fort probable en fait qu'il y a toute une série d'autres poteaux qui étaient emportés par la construction de ce mur du bâtiment 2. La très large fosse F78 à paroi verticale au nord pourrait également être un trou de poteau de grande dimension suivant le même alignement. Cet axe nord-sud situé parallèlement au bâtiment sur poteau pourrait être la trace d'une clôture, c'est-à-dire une première délimitation de la cour agricole. Les fosses F77 et F78 ont été comblées de grosses pierres à la fin de cette période, avant le creusement du fossé et la construction du bâtiment en dur. Alors, voici quelques éléments matériels issus de ce bâtiment sur poteau. Un des trous de poteau a livré ce beau bol moulé Dragendorf 37 des ateliers de Trèves, qui est daté du milieu à la seconde moitié du IIe siècle. En général, dans le comblement de ces trous de poteau, nous avons la présence de sigillés de Trèves et d'Argonne, encore quelques tessons de terra nigra, qui est présente dans la région jusqu'au milieu du IIe siècle. Les gobelets en céramique engobés sont encore en grande partie originaires de Trèves, alors que par la suite, ils seront plutôt originaires de Lorraine. Et la céramique à dégraissant coquillé est encore peu présente. Au niveau métallique, nous avons mis au jour cette fibule émaillée en assez mauvais état, de type Feugère 26C4, qu'on peut dater des années 70 à 120. Enfin, la belle surprise, c'est la découverte de ce denier d'Auguste, daté de 2 avant à 4 après Jésus-Christ, dans un des poteaux d'angle du bâtiment sur poteau. Il est difficile de déterminer quand a été édifié le bâtiment sur poteau. Le peu de matériel retrouvé illustre ici plutôt le démantèlement du bâtiment et le comblement des trous de poteau qui a dû avoir lieu dans la seconde moitié du IIe siècle. Nous plaçons la construction du bâtiment sur poteau plutôt au début du IIe siècle, le matériel typique du 1er siècle étant absent. Les niveaux ayant été arasés pour la mise en œuvre du bâtiment en dur, il n'est pas possible de caractériser la fonction de cet édifice en matériaux légers. C'est toutefois la première fois que l'on peut suivre une continuité d'occupation d'un secteur de la cour agricole de Mageroy, avec le passage d'un édifice en matériaux périssables à une structure en pierre. Voilà pour le bâtiment sur poteau.
Pour la suite, après démantèlement de la structure, nous avons la construction du bâtiment 2 en une fois, durant donc la seconde moitié du IIe siècle. À cela s'ajoute le creusement du fossé attenant et le premier collecteur, ici, qui permet l'évacuation du fossé. La chronologie relative des nombreux faits découverts dans la pièce 1 nous indique qu'il y a 2 moments distincts dans l'utilisation de l'édifice. Ainsi, de la seconde moitié du IIe siècle, peut-être jusqu'au début du IIIe siècle, nous avons surtout des structures liées au travail du fer que vous avez évoqué, Sylvie. Ce sont notamment les 8 foyers oblongs qui étaient assez peu aménagés, formés d'une simple fosse, mais aussi le grand foyer quadrangulaire qui a révélé scories et bâtitures. Donc à cela s'ajoutent encore 3 autres structures de combustion. C'est durant cette même phase que 2 gros empierrements ont été construits au nord-est du bâtiment 2. On constate une structure de plan rectangulaire nommée F41 qui fait 4,50 m en est-ouest sur 3,50 m en nord-sud, ce qui fait à peu près 16 mètres carrés. La couche inférieure en fondation est composée de pierres de rebut et épaisse de 30 à 58 cm, donc c'est ce que vous avez ici. La couche supérieure étant composée de grosses pierres roulées. Une fine petite rigole en terre cuite qui est située juste là et ici permettait de récupérer l'eau d'une superstructure aujourd'hui disparue. Une seconde structure nommée F31 juste à côté est composée d'un niveau de grès vert. Elle n'a été mise au jour que sur 2,30 m en nord-sud et 2,10 m en est-ouest, donc c'était notre limite de chantier. En fait, on a déjà dû faire une demande spéciale à l'agriculteur pour voir si on pouvait un peu empiéter en plus pour ouvrir. Donc là, on a quand même dû s'arrêter. Donc cet empierrement se prolonge vers le nord et l'ouest, au-delà de l'emprise de notre chantier. La découverte de quelques fragments de pierre calcaire de taille au sommet de l'empierrement pourrait être le signe de résidus de blocs architectoniques démantelés. Alors, les 2 structures fonctionnent manifestement ensemble. Elles ont subi fortement l'arasement qui a dégradé ce secteur de fouilles. Alors, ces empierrements ont pu servir de soutien à une structure marquante en cet endroit. Il faut savoir qu'on est sur le sommet de la cour agricole de la villa, comme vous pouvez le voir avec les courbes de niveau. Nous sommes à l'endroit probable en fait, d'un accès sur le chemin de crête. Oui, il suffit de voir la flèche, qui longe donc tout le mur de clôture est en provenance du sud et de la voie romaine. Un accès par ce côté de la cour agricole était déjà avéré puisque une large porte charretière avait été découverte à l'est du bâtiment 1. Et donc on est certain que c'était un accès qui existait à l'époque romaine. Donc il est fort probable que l'accès pouvait se prolonger pour rentrer dans la cour agricole. Et donc on tombait sur ces deux structures juste à l'entrée. Alors voilà pour le premier moment de l'occupation du bâtiment 2. Dans un second temps, durant le IIIe siècle jusqu'à l'incendie des années 260-270, de nombreuses fosses sont creusées. C'est à cette époque que le mur de clôture ici est probablement construit en prévoyant le passage pour le nouveau collecteur qui est beaucoup plus important. Le grand foyer qu'on vous a évoqué juste avant n'est plus en activité. Il est arasé, recoupé par de nombreuses structures, à savoir des fosses et des trous de poteaux. Le matériel mis au jour dans la couche d'occupation date en grande majorité de cette période. De nombreuses structures seront comblées, notamment par les gravats issus de l'incendie, à savoir le charbon de bois et les ardoises du toit. Enfin, après l'incendie du bâtiment 2, la plupart des murs sont démantelés, excepté le local 4, situé au nord-ouest. En effet, les fondations adjacentes à cette pièce sont démantelées jusqu'au fond, alors que celles de cette pièce ont été en bonne partie préservées. On le voit en fait ici, donc là il n'y a plus du tout de pierre, là non plus et là non plus. Donc il y a vraiment une volonté de conserver ce local après l'incendie, que ce soit pour le stockage, parce que comme c'est une pièce excavée, ça pourrait éventuellement être une pièce de stockage ou autre. En conclusion, pour le bâtiment 2, il est clair que nous pouvons placer certains faits dans un premier temps après la construction du bâtiment 2, alors que d'autres sont liés aux dernières décennies d'occupation de l'édifice. Si la vocation métallurgique de l'édifice semble se développer surtout au début, le matériel domestique et les quelques éléments liés à la vie agricole proviennent des niveaux qui ont été incendiés.
Cela pourrait éventuellement suggérer un changement de fonction de l'édifice, toute proportion gardée, les surfaces préservées de l'érosion dans le bâtiment étant assez réduites. Merci pour votre attention.